Ce 1er juillet 2025, c'est enfin le grand départ pour mon projet Tour de France à vélo, ajourné en 2023 et 2024. Après un trajet Cholet-Nantes en TER, ma fille Pauline me rejoint en fin de matinée à la gare de Nantes, qui sera le point de départ et d'arrivée de cette grande boucle. J'emprunte l'itinéraire de la Vélodyssée qui descend le long de la façade atlantique et je fais déjà un premier arrêt devant l'éléphant sur l'île de Nantes. Un peu plus loin, je traverse la Loire à Couëron, avec ce bac qui fait la navette entre les deux berges. Après une première embûche avec cet arbre tombé, je passe devant ce bateau échoué, qui est en réalité une des œuvres de l'estuaire entre Nantes et Saint-Brévin. Je longe ensuite le canal de la Martinière, où mon drone Moustique sera mis à contribution pour les premières vues aériennes du voyage. Après cette courte étape d'une demi-journée, je m'arrête au camping de Paimboeuf. Le lendemain matin, je repars sous un ciel gris en direction de la côte, en longeant l'estuaire de la Loire bordé de nombreuses pêcheries. Allez Moustique, au boulot! Au loin, le chantier naval et le pont de Saint-Nazaire vu de Saint-Brévin, ville carrefour de nombreuses véloroutes comme on peut le voir sur ce panneau, et avec son impressionnant serpent d'océan en métal, autre œuvre du voyage de l'estuaire. Je descends maintenant la côte atlantique vers le sud, avec ici un passage dans la coquette ville de Pornic. Le camping des Moutiers-en-Ré sera mon point de chute pour la nuit. Le troisième jour, après le petit déjeuner pris sur la terrasse d'un mobile-home inoccupé, j'arrive déjà en Vendée avec de très belles images prises dans cette zone de marais. Le chemin n'est pas toujours très large, mais c'est tout plat et très roulant. Je fais un petit détour pour aller au passage du Gois, cette route submersible qui relie Noirmoutier au continent et qui n'est praticable qu'à marée basse. Je savais que je ne pourrais pas traverser à cette heure, mais le lieu méritait bien un détour pour quelques photos. Je poursuis ma route à travers les nombreux marais de cette région, autrefois envahis par la mer. Un peu plus loin, je tombe sur un groupe inattendu d'une vingtaine de cigognes dans un champ. On n'est pourtant pas en Alsace. L'itinéraire propose ensuite un long passage légèrement vallonné en forêt avant d'arriver à Saint-Jean-de-Mont. Je continue ma route jusqu'à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, où Pierre, un ami, viendra partager le repas du soir dans une excellente crêperie. Le lendemain matin, après un petit déjeuner pris sur une table gentiment proposée par le camping, je reprends ma route vers le sud de la Vendée. Comme la veille, l'itinéraire passe tantôt en forêt, tantôt à travers les marais. J'arrive au Sables d'Olonne vers midi, une belle heure pour s'arrêter à l'ombre dans une bonne pizzeria.
Après les Sables d'Olonne, une nouvelle zone de marais m'incite à sortir Moustique pour voir ça de là-haut. La vue est magnifique et surprenante à la fois. Je n'imaginais pas ces marais comme ça vus du sol. Un dernier passage en forêt avant d'arriver au camping de Longeville-sur-Mer pour le bivouac de la nuit. Je pars ce matin par un beau ciel bleu et je rentre un peu dans les terres. Ce promontoire était autrefois une île et l'endroit où je pose mes roues était sous l'eau. Cette région a été conquise sur la mer au Moyen-Âge grâce à la construction de digues et de canaux pour assécher ces marais. Un chemin en terre interminable m'emmène à Maran avec son église au clocher original. La Vélodyssée et la Vélo-Francette se rejoignent ici pour un tronçon commun jusqu'à La Rochelle, tronçon qui longe un canal et déjà parcouru pour ma part en 2021 et en 2023. Je m'arrête avant La Rochelle au camping du Verger, où j'avais déjà campé lors de mes 2 précédents passages ici. Changement radical de météo au matin du 6e jour. Il se met à pleuvoir juste après mon remballage matinal. J'ai eu beaucoup de chance sur ce coup-là. La pluie cesse quand j'arrive à La Rochelle, mais le ciel reste très menaçant. Une grosse perturbation arrive et je vais me prendre 4 heures de pluie et de vent entre 10h et 14h. Je suis détrempé, mais heureusement mes affaires sont restées bien au sec avec les housses. Après cet épisode assez désagréable, j'arrive en vue du pont transbordeur de Rochefort, mais je file d'abord voir la Corderie Royale avec ses longs bâtiments destinés à fabriquer des cordages pour la marine et pouvant atteindre près de 200 mètres de longueur en une seule pièce. Je reviens ensuite sur mes pas pour emprunter le pont transbordeur pour traverser la Charente. Il s'agit d'une grande nacelle suspendue à un énorme portique en acier qui enjambe la Charente et dont la hauteur permet la navigation de grands navires comme celui-ci sur la rivière. Je m'arrête pour la nuit dans un camping fantôme où je n'ai quasiment vu personne, mais au moins j'étais au calme. Après une première semaine tronquée de 6 jours, j'attaque la 2e semaine de mon voyage avec la traversée d'une jolie zone de marais dans les environs de Brouage. Je franchis ensuite le pont de la Seudre, du haut duquel j'ai une belle vue sur les parcs à huîtres de Marennes-Oléron. La piste cyclable passe ensuite à travers des zones forestières très tranquilles et près du phare et de la plage de la Coubre où un arrêt s'impose. Après la longue traversée de Royan, je quitte l'itinéraire de la Vélodyssée pour suivre désormais celui du canal des Deux Mers, qui me conduira jusqu'à la Méditerranée. Un petit détour pour voir ici la très jolie Conche des Cadets, mais le vent est trop fort pour envoyer Moustique prendre une vue aérienne qui aurait certainement valu le coup.
Ce soir, je plante ma tente au camping d'Ars situé très au calme. Le lendemain matin, je pars tranquillement du camping vers 10h et je m'arrête quelques kilomètres plus loin au charmant village classé de Talmont-sur-Gironde. Ce village mérite le coup d'être vu, avec ses rues ornées de roses trémières et pour son église Sainte-Radegonde du XIIe siècle qui domine la Gironde. L'itinéraire du jour était annoncé assez vallonné. Je ne serais pas déçu. De nombreuses côtes me font bien sentir le poids de mon vélo jumper qui avoisine les 45 kg avec les bagages. Heureusement, cela ne dure qu'une quinzaine de kilomètres avant de retrouver un terrain plat dans les marais où je suis tout seul. Je ne croise quasiment personne. Je suis maintenant dans les vignobles des Côtes de Blaye et c'est justement dans cette ville fortifiée que je vais dormir ce soir. Le camping est situé à l'intérieur même de la citadelle et au menu ce soir, ce sera pizza. Pour démarrer cette nouvelle journée, je prends le bac à Blaye pour traverser la Gironde, trajet qui dure environ 20 minutes. Je débarque à Lamarque dans le Médoc avec ses châteaux et ses grands crus classés. Je pique-nique le midi à Arsac au pied de cette belle église, avant de poursuivre ma route sur un itinéraire quelconque et mal balisé jusqu'à Bordeaux. La traversée de Bordeaux est un peu laborieuse avec les travaux, et je m'arrête prendre quelques photos d'endroits emblématiques de la ville. Je campe ce soir à Créon, où je reconnais des cyclos qui étaient hier à Blaye. 10e départ ce matin et je retrouve la piste cyclable Roger Lapéby, ancien vainqueur girondin du Tour de France. La piste très roulante, aménagée sur une ancienne voie ferrée, traverse d'anciennes gares et même un tunnel assez long. Moment sympa. Bonjour. Je croise plusieurs fois ces 3 cyclos de la région parisienne qui étaient aux 2 derniers campings et qui suivent le même itinéraire que moi. La région est assez vallonnée et plusieurs côtes sévères vont mettre les mollets à rude épreuve. Je suis maintenant à la Réole, où Boubou, Mohamed et Youssef arrivent à leur tour. Je rejoins le canal latéral à la Garonne, où je quitte l'itinéraire pour me rendre à Langon, chez mon frère Jean-Yves et ma belle-sœur Véronique, pour une première journée de repos après 10 jours de pédalage. Cette remorque de camion incroyablement décorée inaugure le départ de cette nouvelle étape, avant que je rejoigne le canal latéral à la Garonne. Beaucoup de péniches et une piste cyclable bien ombragée sous les platanes, c'est le cliché parfait qu'on se fait du canal du Midi. Bonjour. Quelques écluses et un beau canal plus loin, et me voilà arrivé à Sérignac-sur-Garonne, où j'ai juste le temps de planter ma tente avant l'arrivée de la pluie.
Un terrain de pétanque couvert me permet de manger à l'abri ce soir. Ce matin, le beau temps est revenu et je pars en direction du sud-est. J'arrive à Agen vers midi. Un arrêt photo est incontournable au niveau du pont-canal d'Agen, qui, avec ses 539 mètres de longueur, est le deuxième pont-canal le plus long de France après celui de Briare. Après le casse-croûte au bord du canal, Patrice, un ami des chiffres et des lettres de la région, me rejoint pour bavarder quelques instants. C'était très sympa. Je continue ensuite ma route avec les mêmes images caractéristiques de cet itinéraire. Un canal, des péniches et des platanes. Je fais étape le soir à Moissac, avec ici son pont Napoléon. Je m'installe au camping du Moulin de Bidounet, où le vent et le soleil du soir sécheront ma tente et ma lessive en un temps record. Ceci avant une bonne pizza pour bien clôturer cette journée. J'attaque la 3e semaine du voyage ce matin et je pars tranquillement en milieu de matinée de Moissac, dont voici l'église. J'arrive rapidement au pont-canal du Cacor, qui est le 3e plus long de France après ceux de Briare et d'Agen. J'ai le temps ce matin, et la météo clémente permet l'envol de moustiques pour admirer ce pont avec un peu de hauteur. Un peu plus loin, un héron cendré ne bouge pas quand je passe à côté. C'est rare. J'arrive à Montèche et Sapando, une sorte d'ascenseur qui permettait au bateau de gagner 45 minutes en évitant le passage de 5 écluses, ceci jusqu'à sa fermeture en 2009. Encore un héron posé au bord du canal, mais celui-ci est plus farouche. L'étape du jour s'achève dans un camping à l'entrée de Toulouse, avec 1000 km au compteur depuis Nantes. Départ ce matin de Toulouse, avec un passage obligé devant le Capitole et ensuite près du Pont-Neuf. Je fais également un détour près du stadium au village du Tour de France. Les coureurs sont en repos à Toulouse aujourd'hui et je profite de cette inactivité pour faire une photo devant le podium. Depuis Toulouse, je roule réellement le long du canal du Midi. Avant Toulouse, je longeais le canal latéral à la Garonne. Pas de différence au niveau paysage, juste un changement de nom. Enfin si, un changement de taille. Le revêtement qui était très satisfaisant avant Toulouse se dégrade beaucoup, avec des portions assez tape-cul. Je quitte les bords du canal à Castelnaudary pour me rendre à mon camping du soir situé à l'écart et où il n'y a pas foule. Je rencontre Dirk, un cyclo-australien qui vient rouler pendant 2 semaines en France et déguster nos spécialités, dont ce bon cassoulet bien local. Ce matin, je pars sous un beau ciel bleu en direction de Carcassonne. Le chemin est très caillouteux, il faut être tout le temps vigilant. Je prends le temps d'assister à l'éclusage de 2 pénichettes de tourisme, puis un peu plus loin, je profite de l'absence de vent pour envoyer moustiques filmer du ciel, le canal que je longe depuis pas mal de jours. Je rentre dans le département de l'Aude, région viticole, et je trouve naturellement sur ma route des vignobles de cette appellation.
À la mi-journée, j'arrive à Carcassonne-Vélo-Dodo, un espace proposé par des particuliers dans leur jardin pour les cyclos et randonneurs de passage. Je serai le seul occupant ce soir. Génial! Après m'être installé, je pars en visite à pied, mais avant de grimper à la magnifique citadelle médiévale que l'on voit au fond, je fais un petit tour en ville où on attend là aussi le passage du Tour de France. Je me dirige ensuite vers la citadelle sous la chaleur. Il fait largement plus de 30 degrés aujourd'hui. Je passe 2 heures à déambuler dans les ruelles étroites de la cité, c'est vraiment un endroit incontournable à visiter. Ce matin, je pars tôt sous un beau ciel bleu. L'étape sera longue et 38 degrés sont prévus dans l'après-midi. Le paysage est très joli sur le bord du canal et je commence à entendre le bruit des cigales. Ici, un panneau que j'aimerais voir plus souvent. L'itinéraire est en effet très mal balisé sur cette portion. Après cet épanchoir, j'arrive dans une zone où les platanes malades ont été arrachés et remplacés par de jeunes arbres. Il va falloir pas mal d'années avant de retrouver de l'ombre par ici sur le bord du canal. Ça passe pour cette péniche, mais il faut quand même baisser la tête, capitaine. Le chemin n'est pas très roulant, et certains passages sont quand même étroits, et on peut même finir dans le canal si on n'est pas attentif. Après 92 km parcourus depuis ce matin, j'abrège l'étape au camping de Capestan. Les 38 degrés annoncés sont bien là, et je partage le repas du soir avec Raphaël, Lucas et Félix. Départ matinal ce matin encore, avec la belle église de Capestan au fond. Je traverse les vignobles du département de l'Hérault, mais je dois toujours être vigilant. Le chemin est souvent en très mauvais état et très mal indiqué, ce qui m'occasionnera une erreur d'itinéraire. Après ce tunnel-canal qui change des ponts-canaux, j'arrive à l'escalier d'écluse de Fontserrane. Il s'agit de 8 écluses d'affilée que je filme dans une descente à 7,5%. En fin de matinée, j'arrive à Béziers avec sa très belle cathédrale Saint-Nazaire au fond. Il fait très chaud, il n'y a pas d'ombre et mes réserves d'eau ne font pas long feu. Je m'arrêterai ravitailler 2 fois dans des campings dans la journée. Je passe ici près des ouvrages du Libron, destinés à faciliter la navigation sur le canal lors des fréquentes crues du Libron. Mais pour dire la vérité, je n'ai absolument rien compris au fonctionnement. Je traverse Agde en début d'après-midi, puis après m'être égaré pour la 2e fois de la journée, j'atteins Sète et la Méditerranée. Je quitte enfin l'itinéraire très mal aménagé du canal des Deux Mers pour suivre maintenant celui de la Via Rona. Après ces flamants roses qui barbotent, un petit bilan de cette grosse journée. 124 km parcourus et près de 9 litres de liquide avalé depuis ce matin.
Changement de temps radical au départ ce matin. Le ciel est très gris, limite pluvieux. La Méditerranée et la Grande Motte, avec ses immeubles caractéristiques, paraissent bien tristes avec ce temps très nuageux. J'arrive ensuite à Aigues-Mortes avec un vent fort et défavorable, ce qui me ralentit pas mal. Je ne m'arrête pas pour visiter la cité médiévale, j'y suis déjà passé il y a quelques années. Le ciel se découvre progressivement au fur et à mesure que je remonte vers le nord en longeant un des nombreux canaux de la région. Je m'arrête à la tour Carbonnière, du haut de laquelle on a une belle vue panoramique sur la petite Camargue. Un peu plus loin, j'envoie Moustique nous montrer ce joli paysage vu du ciel. Ici, un troupeau de vaches camarguaises, avant d'arriver à Tarascon et son château, et où Rémi, un ami, viendra partager une excellente pizza au resto ce soir. Ce matin, le beau temps est revenu, et après avoir perdu mon itinéraire une première fois, je traverse ce long tunnel. Je roule ensuite sur une piste cyclable impeccable, mais je perds à nouveau ma route. En voulant me rattraper par des raccourcis, je termine à pied en poussant jumper sur des chemins de plus en plus impraticables, ceci sous la chaleur qui est revenue après un jour de grisaille. Je m'en sors finalement et j'arrive en début d'après-midi à Avignon avec cette vue carte postale du pont et du Palais des Papes. Je poursuis ensuite la remontée du Rhône avec la traversée de cette longue passerelle sur le fleuve. Des passages en forêt alternent avec des paysages plus dégagés, et ici une embûche avec cet arbre tombé, jumper passant dessous vraiment d'un rien. Je termine l'étape au camping de Mondragon, où je m'installe avant l'arrivée de la pluie. Ce matin, je démarre ma 4e semaine de voyage et après une nuit pluvieuse, je pars sous un beau ciel bleu toujours en remontant le Rhône. L'itinéraire s'écarte parfois du fleuve et je peux voir des champs entiers de tomates et de melons sur le bord de la route. C'est impressionnant à voir. Le village en face est Bourg-Saint-Andéol en Ardèche. Et là, sur ce pont, un reste de la pluie de la nuit dernière. De nombreux ponts traversent le Rhône, avec d'un côté le département de la Drôme et de l'autre celui de l'Ardèche. Je passe donc d'un département à l'autre au gré du franchissement de ces ponts. Ici, une barge d'une longueur impressionnante navigue tranquillement sur le Rhône. Je suis maintenant au niveau de la passerelle himalayenne de Rochemaure, qui fait partie des passages emblématiques de la Via Rona. La traversée se fait en 2 parties, avec une pause au niveau du pilier central. Moustique nous montre cette passerelle vue du ciel avec ses 3 piliers, un bel ouvrage que je suis content d'avoir emprunté.
Je termine cette étape à Cruas et mes voisins de ce soir sont des Néo-Zélandais en vadrouille cyclotouristique en France. Nouveau départ ce matin avec cette vue de la Voulte-sur-Rhône sur l'autre rive et de son pont suspendu. J'arrive ensuite au point de rendez-vous à Charmes-sur-Rhône où Odile me rejoint vers midi. Une bonne pizzeria tombe à pic pour marquer ses retrouvailles. Après le repas, je continue la remontée du Rhône avec ici un barrage hydroélectrique. Odile a loué un gîte dans les terres au nord de Valence et j'y arrive en milieu d'après-midi après une dernière montée de malade qui me fait mettre pied à terre. Ça monte, hein. Deuxième jour de repos du voyage aujourd'hui. Nous allons à Haute-Rive où nous visitons sous un ciel menaçant le palais idéal du facteur Cheval. Un petit resto avant la visite où nous goûtons la spécialité locale, la raviole du Dauphiné. Le palais du facteur Cheval est l'œuvre d'un seul homme qui consacra une grande partie de sa vie à ce chantier gigantesque. Ce facteur à pied ramassait au cours de sa tournée quotidienne de 30 km des cailloux à la forme étrange qu'il utilisait ensuite pour édifier son palais merveilleux, aujourd'hui classé monument historique. Considéré comme un génie par certains, pris pour un fou par beaucoup d'autres, il consacre 33 ans à construire son édifice. L'architecture hétéroclite provenait sans doute d'idées prises sur les cartes postales qu'il distribuait au cours de ses tournées. Il mettra 8 ans supplémentaires à construire son propre tombeau dans le cimetière de Haute-Rive. Aujourd'hui, le beau temps est revenu avec cette belle vue de notre gîte sur la campagne drômoise. Ce deuxième jour de repos consécutif, et le troisième du voyage, est consacré à des retrouvailles avec des cousines et un oncle d'Odile. Après 2 jours sans rouler, Jumper reprend du service aujourd'hui. Je rejoins le Rhône pour poursuivre ma remontée vers le nord. Je retrouve des paysages déjà rencontrés les jours précédents, avec ici un autre barrage hydroélectrique et là une coquette petite ville sur le bord du fleuve. Je reprends ce soir mes habitudes de camping après 3 jours où j'étais exempté. L'itinéraire passe ce matin après Condrieu sur l'île du Beurre, zone naturelle aménagée avec des observatoires permettant de voir la faune locale. Je traverse également des zones maraîchères avec ici des potimarrons. En fin d'étape, des travaux me déroutent sur des chemins peu praticables et à vrai dire pas très agréables. Bruno, le frère d'Odile et sa femme Nicole m'offrent le gîte et le couvert pour cette nuit. Le lendemain matin, Bruno et Nicole m'accompagnent jusqu'à l'entrée de Lyon, où je quitte l'itinéraire de la Via Rona le long du Rhône pour suivre désormais celui de la Voie Bleue le long de la Saône. Quelques photos au passage de bâtiments sur les bords de Saône, dont ici la cathédrale de Fourvière perchée en hauteur au fond. Un peu plus loin, je passe devant 2 grands restaurants, dont Paul Bocuse, mais le prix du premier menu à 230 € n'est pas trop dans mes standards. À Fontaine-sur-Saône, Michel, le frère de Nicole, viendra bavarder un petit moment au passage. C'était très sympa. Je termine cette étape tranquille au camping de Cormoranche-sur-Saône. Début ce matin de la 5e semaine du voyage. Je repars avec des paysages verdoyants sur un chemin partagé avec les vaches.
Après Mâcon que l'on voit ici, je rencontre des voyageurs suisses en roulotte partis pour un an sur nos routes françaises. Ça doit être sympa, mais je préfère quand même mon vélo. Je longe la Saône qui a l'air d'être une rivière très paisible et je suis l'itinéraire commun à la Voie Bleue et à l'Eurovélo 6. Après presque 100 km parcourus contre le vent, j'arrive au camping de Gergy avec un barnum réservé aux cyclotouristes et aux randonneurs. C'est le grand luxe. Ce matin, il fait beau, mais plutôt frais pour la saison. 12 degrés au petit matin n'est pas une température excessive fin juillet. Le vent qui était assez fort et défavorable depuis la Méditerranée est tombé. J'apprécie car c'était assez pesant et usant à la longue. Je tombe sur ce drôle d'attelage en chemin. Un vélo avec une caravane, pas de propriétaire et le chien est grognon. Je préfère filer. Je quitte ensuite les bords de Saône pour suivre désormais un canal. L'an dernier, j'étais arrivé des Vosges par la gauche à ce croisement. Aujourd'hui, je file tout droit vers le Jura. Dole est une charmante petite ville sur les bords du Doubs. Elle est située sur l'Eurovélo 6 qui relie l'océan Atlantique à la mer Noire. Un joli périple à envisager plus tard. L'eau du canal paraît bien sombre, et pourtant elle est si claire qu'on voit le fond. La forme du toit de cette église est typique de la région. J'arrive à Ranchot avec encore plus de 100 km au compteur et je m'installe au camping situé sur le bord du Doubs. L'espace cyclo est très agréable. Au menu ce soir, miche jurassienne. Après ça, t'as plus faim. Cette nouvelle étape plus courte me fait passer tantôt le long d'un canal, tantôt sur les rives du Doubs avec un relief qui s'élève dès qu'on quitte le bord de l'eau. Au loin, Besançon et sa citadelle perchée en haut de la colline. Je fais l'impasse et emprunte le tunnel de 400 mètres de long creusé sous la montagne. Les eaux du Doubs sont très noires et pourtant translucides quand on y regarde de près. C'est très étonnant. Quelques images typiques du Jura, grand producteur de bois. Plus loin, j'en vois Moustique filmer le paysage du ciel. On remarque bien la noirceur de l'eau du Doubs et la verdure des paysages jurassiens bien vallonnés. Après une étape à Baume-les-Dames, je repars en direction de Montbéliard avec les mêmes paysages que la veille. Ici, une belle vue avec cette péniche sur le Doubs et le petit village en arrière-plan. Je m'arrête ce soir dans un camping au sud de Montbéliard. Peu après mon départ ce matin, je croise ce voyageur avec un drôle de tricycle électrique, un cousin à James Bond sans doute. L'itinéraire suit le canal du Rhône au Rhin et j'arrive bientôt à un endroit remarquable du parcours. Il s'agit d'un enchaînement de 11 écluses consécutives. Il y a un peu de vent, mais j'en vois tout de même Moustique nous montrer ça vue du ciel. Plus loin, un héron cendré ne bronche pas sur mon passage. Je fais demi-tour et je l'approche à pied. Il finit par s'envoler.
Ici, un pont qui se relève pour laisser passer les bateaux. Ça nous change des écluses. J'arrive dans le sud de l'Alsace et au croisement des Eurovélos 5 et 6, où je quitte la 6 pour suivre désormais la 5. Je m'installe au camping vers Mulhouse avant l'arrivée d'une pluie diluvienne. Une flamencuche à l'abri sera parfait pour ce soir. Le ciel est encore bien menaçant ce matin au départ de cette nouvelle étape, mais pas de pluie pour l'instant. Je remonte vers le nord de l'Alsace et les paysages vers Mulhouse sont assez quelconques. Beaucoup de cigognes dans ce champ, mais ce qu'on voit aussi, c'est l'orage qui arrive au loin. Je n'y échapperai pas, il est arrivé tellement vite que j'ai juste eu le temps de protéger mes bagages, mais pas moi. Je suis détrempé par un déluge de grêle. Je m'abrite sous un hangar de ferme pour manger le midi, et je poursuis ensuite mon chemin sur la route des vins d'Alsace. C'est vraiment dommage que le temps soit si mauvais, car ça doit être magnifique sous le soleil. C'est très vallonné et les mollets sont fortement mis à contribution. Après la traversée d'une véritable piscine sur la route, je fais une rencontre extraordinaire. Armando, 78 ans, voyage quotidiennement à vélo depuis 42 ans. Il a parcouru plus de 1 500 000 km et a fait 7 fois le tour du monde. Incroyable! Nous roulons ensemble un petit moment, puis je m'installe au camping où je fais sécher toutes mes affaires. Après la journée dantesque de la veille avec le déluge de la mi-journée et la rencontre improbable avec Armando, je repars sur la superbe route des vins sous un ciel chargé, mais sans pluie annoncée. On verra bien. Je traverse de nombreux petits villages alsaciens typiques entourés de vignobles. Il y a beaucoup de côtes sévères, mais c'est trop beau. Au loin sur cette montagne, on aperçoit le célèbre château du Haut-Königsbourg. La traversée des villages est ponctuée de nombreux arrêts photos avec ces maisons si caractéristiques. Le ciel se dégageant un peu, j'envoie Moustique faire une vue aérienne. C'est vraiment magnifique. Le soir, je plante ma tente à Obernai, où Alain, un autre ami déchiffré des lettres, me rejoint en compagnie de Sophie pour partager le repas du soir, avec une bonne choucroute au menu. Départ matinal pour attaquer la 6e semaine de mon Tour de France, avec ici l'église Saint-Pierre-Saint-Paul d'Obernai. La route des vins d'Alsace se termine et je longe le canal de la Bruche pour entrer dans Strasbourg. Quelques images de la ville avec le Parlement européen et ici la très belle église orthodoxe de Tous les Saints. Quelques photos aussi de l'incontournable Petite France. Je longe ensuite un canal pour rejoindre le camping de Saverne où je plante ma tente pour la nuit.
Quelques photos de Saverne au départ de la ville, puis je rejoins le canal de la Marne au Rhin. Je fais un petit détour pour aller voir le plan incliné d'Erzwiller, ascenseur à bateau qui permet de franchir un dénivelé de 44 mètres et qui évite le passage de 17 écluses. L'itinéraire passe en forêt, j'ai droit à quelques averses et je suis quasiment tout seul sur les chemins. Dans un village désert, une boulangerie est encore ouverte le midi et je prends ce qu'il y a. Au menu, pâté lorrain et un éclair au chocolat XXL. Cette région de Lorraine est vraiment isolée et je poursuis ma route sans croiser grand monde. Je m'arrête ce soir au camping de Parois, où Bernard, un ami du RIMAP de Nouvelle-Calédonie et sa femme Annie, viennent me rejoindre pour partager un bon resto. Le jour suivant, il fait 8 degrés au réveil, rien de trop pour un mois d'août. Je repars le long du canal de la Marne au Rhin pour me rendre près de Toul, chez Patrick, un autre ami du RIMAP, et sa femme Valérie. « 38e jour du voyage et 4e jour de repos chez Patrick et Valérie, avec la cueillette de Mirabelle, c'est la saison. » Le lendemain matin, un grand merci à mes hôtes avant de repartir plein nord. Je suis désormais le cours de la Moselle par la voie bleue que je retrouve. Je passe ici à Pont-à-Mousson, toujours le long de la Moselle. Je décide de m'arrêter au camping de Metz au bord de l'eau, avec une pizza au menu ce soir, ça faisait longtemps. Ce matin, j'ai une petite visite inattendue en sortant de ma tente. La Moselle est une rivière large qui permet la navigation de péniches de gros gabarit. Je fais une pause à Thionville, où je fais un petit coucou en passant à Pascal, une collègue connue lors d'un voyage au Mexique en 2016. Il fait très beau aujourd'hui, ceci permet de profiter du paysage et de faire des photos sympas. Je m'arrête au camping de Cirque-les-Bains, situé au bord de l'eau et qui paraît bien tranquille. Beau ciel bleu au matin du 41e jour et je continue ma remontée vers le Luxembourg. Cette étape marque la fin des parcours plats le long des canaux et à partir d'aujourd'hui, les cuisses et les mollets vont bien dérouiller. J'entre ici au Luxembourg et je rejoins rapidement la capitale du même nom. Quelques photos classiques de la ville avec la gare, le pont Adolphe, la tour de la Caisse d'épargne du Luxembourg derrière les arbres et pour finir, le palais ducal. Je sors de la ville par l'ouest et je retrouve des chemins tranquilles, parfois très chaotiques, mais toujours avec du dénivelé important. Il va falloir que je m'y habitue. Je campe à Arlon en Belgique ce soir, avec une bonne pizza pour récupérer des efforts de la journée. Début de la 7e semaine de voyage ce matin. Le camping d'Arlon est désert et mes deux voisines cyclottes suissesses sont déjà parties. Depuis hier, le profil est loin d'être plat et des montées à 12% voire davantage sont fréquentes. Je repasse au Luxembourg avec des paysages bien verts et bien vallonnés. Ici, un arrêt pour marquer le passage des 3000 km parcourus depuis Nantes. Ça commence à compter.
Je retrouve le tracé de l'Eurovélo 5 qui relie Londres à Rome, avec un itinéraire désormais bien balisé. Je dois absorber un dénivelé important, et le nom de cette bourgade me fait penser aussitôt aux côtes sévères que je dois gravir. J'arrive assez tôt au camping de Tenayville, et j'ai la surprise de retrouver Sina et Rebecca, mes deux voisines baloises d'hier soir. On partage le repas du soir sur l'unique table de l'espace cyclo. Les nuits sont assez fraîches depuis quelques jours. 13 degrés en plein mois d'août, on va dire que ce n'est pas excessif. L'étape du jour est longue et pleine d'inconnus. Je pars tôt et je ne le sais pas encore, mais ce sera la journée la plus difficile de tout le voyage. Je m'arrête dans la charmante petite ville de La Roche-en-Ardenne, avec son musée sur la bataille des Ardennes. En ce qui me concerne, le mot Ardennes est plutôt synonyme d'une succession de côtes pas forcément élevées en altitude, mais avec des pentes très dures. La pause pique-nique du midi se fait à Auton, belle petite ville également. Quelques chiffres sur cette grosse journée, 101 km parcourus avec une température de 32 degrés et plus de 1300 mètres de D+, cumulés avec Jumper et ses 45 kg. J'arrive complètement carbonisé à 19h au camping de Dinan où je plante ma tente à quelques mètres de la Meuse. Jérémy, un cyclo-anglais aussi cuit que moi, arrivera un peu plus tard. Je me réveille ce matin avec cette belle vue sur la Meuse où naviguent de grosses péniches. Le transport fluvial de marchandises a l'air de bien fonctionner en Belgique avec le maillage des canaux, et ceci doit éviter la présence de très nombreux camions sur les routes. Après la grosse journée de la veille, ce sera une petite étape aujourd'hui. L'itinéraire le long de la Meuse est tout plat, ce qui n'est pas pour me déplaire. Les bords de la Meuse sont vraiment magnifiques, et je sors moustique pour montrer ça de là-haut. Jérémy va aussi à Calais prendre le bateau pour entrer en Angleterre. Il m'a indiqué un autre itinéraire que l'Eurovélo 5, plus court et avec moins de dénivelé. J'arrive à Namur vers midi, avec ici le joli bâtiment de la Bourse, et c'est maintenant qu'il faut choisir entre l'Eurovélo 5 ou l'itinéraire de Jérémy. Je choisis la deuxième option avec plusieurs jours sur un itinéraire non balisé. La route vers le camping m'impose une montée terrible, certainement au-delà des 20% de pente, et j'ai même bien du mal à la monter à pied en poussant Jumper. Ce matin, je commence par descendre ce que j'ai gravi hier après-midi. Ça va quand même mieux dans ce sens-là. Là, encore un arbre tombé sur ma route. Qu'est-ce que j'en aurais vu pendant mon voyage ? L'itinéraire est tout plat et longe la Sambre, mais le décor dans la région de Charleroi est pour une fois pas très joli, c'est même carrément moche. Le cours d'eau est bordé tout le long d'installations industrielles vraiment laides, qui sont implantées ici certainement pour bénéficier des commodités du transport fluvial. On ne peut pas tout avoir. Je termine la journée à Binche, dans un camping vintage mal entretenu, mais ça fera l'affaire pour une nuit. Aujourd'hui, je poursuis ma route le long d'un canal où les mochetés industriels de la veille ont presque disparu.
Ici, une portion pavée en très bon état, et là, une baraque à frites avec un spot de repos pour les promeneurs. Les maisons traditionnellement en briques rouges sont parfois repeintes en blanc, et je trouve ça plutôt très réussi. L'itinéraire est varié, avec des allées forestières, mais parfois carrément impraticables comme ici. Dans ce secteur pavé de plusieurs kilomètres, je n'étais pas tranquille pour mes roues, pourvu que ça tienne avec le poids de mon attelage. Ces routes pavées ont été recouvertes de goudron. Une petite rustine ne serait pas de trop. Je suis de retour en France à Canfin-en-Pélève à la frontière belge. Jolie petite ville avec ses bâtiments en briques et son monument aux morts. À la sortie, j'ai eu la surprise et la chance d'emprunter un secteur pavé de Paris-Roubaix. Ça restera un super souvenir, même si je n'étais pas rassuré pour mes roues. Je campe ce soir près de Lille, où Marie-Reine, une autre collègue lilloise du voyage au Mexique en 2016, vient trinquer avec moi et partager une pizza. Ce matin, je me dirige vers le nord avec la traversée de l'île. Le temps est très nuageux et plutôt frais, il se met même à dracher dans la matinée. Bienvenue chez les ch'tis. Ce ciel gris est quand même un peu dommage pour les photos des beaux monuments incontournables de la ville. Marie-Reine m'avait dit la veille que je ne pouvais pas passer dans le Nord sans goûter à la fricadelle frite. Ce sera chose faite dès ce midi avec cette fricadelle XXL de 40 cm. Et je peux vous dire que ça cale bien jusqu'au soir. Après cet intermède français, je retourne en Belgique où je retrouve des routes très dégradées, ce qui est un peu général dans le pays. Je vois aussi beaucoup de champs de choux de Bruxelles et de pommes de terre au bord de la route. On est en Belgique quand même. Aujourd'hui, j'ai un vent fort de face qui m'oblige à forcer et qui me ralentit pas mal. L'étape du jour se termine à Vletteren dans un immense camping à la ferme perdu au milieu de nulle part. Ce matin, le vent est tombé et le ciel bleu est revenu, même s'il ne fait que 12 degrés au réveil. Le camping à la ferme que j'imaginais tout petit est en fait immense. Je suis rentré dans le plat pays belge. Contrairement aux Ardennes belges très vallonnées, ici c'est tout plat sur des dizaines de kilomètres, et je ne m'en plains pas. En fin de matinée, cette pancarte marque le retour définitif en France à Zuidcote, dont la jolie plage est probablement la plage française la plus au nord. J'ai maintenant le vent dans le dos et j'avance sans effort, ça change des jours précédents. En redescendant la côte, je trouve des camps de migrants entre Dunkerque et Calais. À Grand-Fort-Philippe, voici le fleuve côtier le plus connu des cruciverbistes. Un mot de 2 lettres identiques. Vous avez trouvé? La réponse est en haut. Je termine l'étape du jour longue de 106 km au camping municipal de Calais. Ce matin, c'est parti pour la 8e semaine de mon voyage avec la descente des côtes de la Manche par l'itinéraire de la Vélo Maritime ou Eurovélo 4. L'itinéraire alterne passage en bord de mer et montée sur les plateaux en haut des falaises, ce qui occasionne de nombreuses grimpettes parfois sévères qui deviennent vite usantes. Sur les hauteurs, j'aperçois les côtes de l'Angleterre en face avec ses falaises blanches. J'arrive ici à Vissant avec son hôtel à la façade un peu rétro. Et voici un peu plus loin l'école et surtout le clocher à la forme bizarroïde de l'église d'Audiguin. Il ne fait pas beau aujourd'hui, mais j'ai le vent dans le dos depuis Dunkerque et je sais que ça va durer quelques jours. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle.
J'enchaîne les montées et les descentes, et me voici sur les hauteurs avant d'arriver à Wimereux, petite ville côtière avec sa rangée de cabines de plage alignées devant de beaux immeubles colorés. Il y a même une belle fresque murale bien dans le thème de mon voyage. Sur cette plage, je peux voir un beau parc de chars à voile, sport bien adapté au profil plat des plages et au vent qui doit souvent souffler par ici. Je termine cette étape au camping de Dan et la fricadelle frite proposée par le bistrot du coin me convient parfaitement. 50e jour du voyage aujourd'hui et je commence par faire plus de 30 km sur une piste cyclable le long de cette route très passagère et un peu saoulante. Le vent est favorable aujourd'hui et l'étape est toute plate. Je vais en profiter pour bien avancer. Je traverse en effet le département de la Somme où il n'y a pas de relief. Je passe à proximité de la pointe du Hourdel avec son phare et je m'arrête faire une longue pause où j'envoie moustique pour faire quelques vues de la très belle baie de Somme à marée basse. Un peu plus loin, une plage de galets avec sa rangée de cabines de plage. C'est une image vraiment typique de la région. Presque 120 km au compteur aujourd'hui, c'est bien assez. En bas, le Tréport et au loin, les falaises qui m'attendent. La traversée du Tréport m'offre des vues magnifiques sur ces immeubles très colorés en bord de mer. Quel dommage que le ciel soit si gris, ça doit être tellement beau sous le soleil. Le Tréport est maintenant derrière moi en bas de la falaise que je viens de gravir et j'aperçois déjà au fond la prochaine difficulté. Je traverse ici Dieppe qui n'est pas une ville qui fait rêver et je me tape une nouvelle côte très sévère à la sortie. Je campe ce soir à Saint-Aubin-sur-Mer dans un camping en bord de mer où il y a un vent du diable. Le montage de la tente est un vrai défi avec ce vent et une moule frite à l'abri termine bien cette journée. Ce matin, cette maison indique que je suis bien entré en Normandie. La nuit a été très venteuse et il fait frais pour la saison avec 18 degrés dans la journée. Heureusement, le vent est favorable, ce qui m'aide à gravir les nombreuses côtes. Comme on le voit ici, le paysage bocagé est très vert et bien vallonné. Là, une belle propriété. Et plus loin, rencontre avec un cyclo-hollandais pendant la pause pique-nique. Nous échangeons sur nos périples respectifs dans le parc de ce château. L'architecture des édifices normands est très jolie, comme cette église, cette pharmacie ou encore ces maisons anciennes. Le bocage et quelques maisons typiques occasionnent de fréquents arrêts photos. La route est barrée en arrivant à Fécamp et je n'ai pas envie de faire demi-tour. Alors je descends à pied avec les deux mains sur les freins sur un sentier caillouteux bien pentu qui se termine par un escalier. Ici, le magnifique palais bénédictine à Fécamp avant d'arriver au camping de Saint-Sauveur.
Départ matinal aujourd'hui. J'ai une journée chargée avec comme premier objectif les falaises d'Étretat à une dizaine de kilomètres du camping. Le soleil est revenu et le vent fort des derniers jours est complètement tombé, ce qui me permet d'envoyer moustiques au-dessus des falaises. C'est superbe et j'ai vraiment de la chance car je n'aurais jamais pu faire voler moustiques les jours précédents avec le vent. Ce site est vraiment une merveille de la nature. Très content de mes prises de vue, je poursuis mon chemin, toujours avec des champs de betteraves sucrières et de pommes de terre au bord de la route. J'arrive au Havre vers midi, où je retrouve au resto Didier, un ami des chiffres et des lettres, ancien adversaire à l'émission en 1993, il y a juste 32 ans. Après ces retrouvailles très sympas, je quitte le Havre avec son port pour emprunter le pont de Normandie. Il n'est pas prévu pour les vélos et je ne suis pas trop fier pendant la traversée, mais finalement ça se passe bien et je m'arrête peu après au camping de Ficofleur. Seul cyclo au camping, je ne suis pas dérangé par les voisins et j'ai la visite ce matin de cette bande de canards attirés par la possibilité de trouver de la nourriture. Je décide de faire un détour par Honfleur où c'est le jour du marché. J'ai du mal à me frayer un chemin dans la foule avec Jumper. Mais ça valait quand même la peine. Le port avec sa capitainerie est quand même très chouette. Et l'église en bois Sainte-Catherine mérite également quelques photos. Après m'être extrait de la foule, je repars avec ici une image typique de Normandie, des vaches, des pommiers et le bocage normand. Un autre arrêt plus loin pour marquer le passage des 4000 km depuis le départ de Nantes le 1er juillet. Ce soir, j'ai un mal fou à trouver un camping, tout est complet partout. Les vacanciers se sont apparemment réfugiés dans la fraîcheur du nord de la France pour échapper à la canicule sur le reste du pays. Ce matin, il fait beau, le vent est revenu et est toujours favorable. Je continue ma route plein ouest le long des côtes normandes avec la traversée de Cabourg. J'arrive ensuite au pont Pégasus, premier pont repris par les Alliés lors du débarquement du 6 juin 1944. Je retrouve également l'itinéraire de la Vélo Française que j'avais faite en 2023. À Ouistreham, je m'arrête au mémorial en souvenir des soldats du commandant Kieffer qui ont débarqué ici sur cette plage. De belles demeures normandes sont construites au bord de ces plages chargées d'histoire, où subsistent de nombreux vestiges de la Deuxième Guerre mondiale. J'arrive maintenant à Arromanches, autre plage du débarquement où les Alliés avaient entrepris de construire un port artificiel. On voit ce qu'il en reste avec ces blocs de béton éparpillés en mer. Un dernier arrêt à la batterie allemande de Longues-sur-Mer avant de planter ma tente au camping d'Étréham. Je démarre ce matin ma 9e semaine de voyage. Je ne le sais pas encore, mais ce sera la dernière semaine. Après un passage dans le bocage, je rejoins la côte. J'arrive à Omaha Beach, une autre plage du débarquement. Un mémorial est érigé sur la plage et de nombreux groupes de touristes américains visitent ce lieu chargé d'histoire.
Je poursuis sur un chemin facile en haut des falaises et je m'arrête à la pointe du Hoc qui abritait une batterie allemande. Par sa position stratégique, celle-ci contrôlait les falaises du Cotentin d'un côté et la plage d'Omaha Beach de l'autre. Les Alliés devaient absolument neutraliser cette batterie pour permettre le débarquement à Omaha Beach. Une compagnie de Rangers réussit cette mission de prendre cette position en escaladant les falaises avec des échelles de corde sous le feu de l'ennemi. Ici, un autre mémorial avec la Statue de la Paix, puis je passe à Isigny-sur-Mer et son célèbre camembert, et plus loin, son joli petit port fleuri. Je campe ce soir à 40 ans-les-Marais, où Corinne, une collègue retraitée en villégiature ici, me rejoint pour partager une pizza bien sûr. Je pars ce matin avec mes drapeaux cousus hier soir par Corinne. Je roule quasiment toute la journée sur une voie verte aménagée sur une ancienne voie de chemin de fer, à l'abri du vent qui redevient défavorable. Je plante ma tente ce soir à Coutances, où Anne-Dominique, une autre cyclote suissesse de balle, fait aussi étape. Ce matin, j'ai la chance de plier avant l'arrivée de cette belle averse. La météo change et les prévisions des prochains jours ne sont pas bonnes. En plus de ça, je retrouve le bocage avec pas mal de dénivelé, et le vent sera fort et de face, donc rien de réjouissant. Ici, un abri providentiel dans une serre à tomates lors d'une averse soudaine, et là, un aperçu du vent que j'ai en pleine poire. Au fond, une première vue lointaine du Mont Saint-Michel vue du côté normand. L'itinéraire me fait passer par des endroits bizarres et peu roulants, avec le passage de cette passerelle de fortune faite de poteaux électriques en ciment jetés en travers. Et voilà ici les fameux moutons des prés salés du Mont Saint-Michel. J'ai le temps de m'installer au camping avant l'arrivée de la pluie qui durera toute la nuit. Ce matin, après la pluie de cette nuit, il fait frais, mais le ciel est bien bleu. Je pars assez tôt pour profiter de ces bonnes conditions et pour m'approcher du Mont Saint-Michel par un chemin cyclable à travers les prés salés. J'arrive ensuite sur le site par la voie touristique classique et les nuages qui se déplacent très vite dans le ciel me permettent de filmer le Mont Saint-Michel qui passe de l'ombre à la lumière et qui s'éclaire en quelques secondes. Je poursuis mon chemin en croisant un bateau sur la route. Non, ce n'est pas une hallucination, je vous le jure. Le beau ciel bleu du matin est de l'histoire ancienne, et je vois de belles averses au loin. C'est magnifique avec cette lumière, mais tant que ça reste au loin. Hélas, ça ne dure pas, et je dois m'abriter un bon moment pendant le passage de cette grosse averse. Retour du ciel bleu, mais je sais que je n'aurai pas la chance de trouver un abri providentiel à chaque fois qu'il se met à pleuvoir. J'arrive à Saint-Malo, et bam, une nouvelle averse soudaine. Quelques vues de Saint-Malo en passant, mais je cogite, car les prévisions météo sont affreuses pour la semaine prochaine. Au camping le soir, j'envisage sérieusement d'abréger mon voyage et de rentrer à Nantes en 3 jours, avant l'arrivée de la grosse perturbation la semaine prochaine. Réveil ce matin avec une vue sur le barrage de la Rance au fond. Je quitte Saint-Malo sous les nuages. La décision est prise, je rentre à Nantes. Il n'y a plus de plaisir à voyager sous la pluie. Après quelques saucées passagères, la première grosse averse arrive à midi et j'ai encore la chance d'avoir un abri à proximité. Le ciel se découvre et je traverse la charmante cité de Dinan avec son aqueduc qui enjambe la Rance. L'itinéraire longe le cours de la Rance et la petite ville de Léon mérite bien un arrêt photo.
Le soleil est revenu, donnant la possibilité de belles images, mais il est quand même prudent de garder les housses de pluie sur les sacoches. La preuve. Je campe le soir à Saint-Méen-le-Grand, bien décoré aux couleurs du Tour de France qui est parti d'ici en juillet, en l'honneur de Louison Bobet, qui est né ici il y a 100 ans. Ce matin, après un dernier passage vallonné avec un peu de pluie et le vent contraire, je retrouve le canal de Nantes à Brest qui marque enfin la fin des dénivelés qui m'ont épuisé ces dernières semaines. La météo est vraiment moche pour une fin de mois d'août et j'avance sur les bords du canal en subissant quelques averses de temps à autre. J'arrive ici à Malestroit, avec son enfilade de péniches amarrées sur le bord du canal et avec son écluse qui est si jolie sous le soleil, mais aujourd'hui c'est pas terrible. Peu avant d'arriver au camping, je suis intercepté par un groupe de 3 brigands. Il s'agit d'Odile, de Yannick et d'Angèle, venus me faire une visite surprise pour ce dernier bivouac. C'est super, et en plus ce sera mobil-home à la place de la tente. Ça tombe bien, car la pluie ne nous a pas oubliés. Et une bonne crêperie au sec pour fêter ces retrouvailles. Ce matin, dernier départ de ce Tour de France à vélo en direction de Nantes, d'où je suis parti il y a 62 jours. J'aurai globalement un beau temps pour ce dernier jour, à part une bonne averse juste au moment du pique-nique. À l'arrivée à Nantes, mes 2 filles, Sandrine et Pauline, me rejoignent à la gare pour m'accueillir après ces 4677 km parcourus en 62 jours de voyage. Et pour l'anecdote, 10 kilos de perdu en route.